Donc salut, je m'appelle Nicolas Bochet. Donc je suis graphiste sur le projet de Alice Dreams Tournament, qui est un jeu Dreamcast. Et mon vrai boulot à côté de ça, parce que là c'est plus un projet par passion, je suis animateur dans le monde du dessin animé et du jeu vidéo. Mon jeu préféré, alors c'est compliqué parce que j'en ai fait beaucoup. Là il y en a un qui est sur le salon qui m'a fait, avec lequel j'ai grandi, que j'adore toujours, qui est le Wonder Boy 3 sur Master System. J'étais dingue de ce jeu là quand j'étais gamin et je l'ai refait plusieurs fois. Sinon il y a Flashback qui m'a beaucoup marqué. Et puis là j'avoue que ce que je kiffe pas mal c'est la VR. Je suis sur Resident Evil 7 et je trouve ça mortel. Ouais, alors la formation, alors moi j'ai terminé mes humanités, donc je suis belge pour le coup, ça je l'ai pas dit. Et en fait j'ai fait des études graphiques. J'avais commencé image numérique à l'époque, mais j'ai déjà quelques années et c'était les balbutiements. Donc les cours étaient pas terribles. Et en fait finalement c'est plus tard. J'ai atterri dans une boîte de dessin animé qui faisait de la série télé, qui m'ont donné ma chance. Et c'est plutôt là que j'ai vraiment appris mon métier en fait. Donc comme je disais, j'ai bossé dans une boîte d'anime, j'ai fait beaucoup de séries télé, beaucoup de trucs pour les enfants. Je travaillais sur Grabouillon entre autres, qui doit être le truc le plus connu par les enfants. J'ai bossé sur Kung Fury, qui ça parlera, ce qui a fait un peu un petit buzz sur internet. Et là je bosse pas mal pour des Français qui sont basés sur Lyon, qui s'appelle Old Skull Game. Où là je suis animateur et je développe toutes les animations des applications qu'ils sont en train de faire pour le moment quoi. Alors le projet d'Alice Dreams en fait on l'a commencé il y a un bout de temps déjà. En fait on l'a commencé à deux avec mon acolyte qui n'est pas là, qui est Julien qui est codeur. Notre rêve c'était d'arriver à faire un jeu sur console. La Dreamcast c'est la première machine où il y avait moyen de coder dessus sans trafiquer la machine. Donc elle était très accessible et on a appris à la maîtriser au fur et à mesure du temps et des projets. On avait commencé par un jeu de plateforme et dedans on avait inclus un mini-jeu de Bomberman tout simple, basique. Plus tard on est tombé sur une compétition qui nous proposait d'éditer notre propre jeu et du coup, comme le projet de jeu de plateforme était trop ambitieux, on s'est focalisé sur le jeu de Bomberman. Et là on a commencé à se dire que, ok, on fait un Bomberman, mais il faut qu'on trouve une vraie personnalité, il faut qu'on arrive à se détacher de la recette de base. Donc on a gardé la recette de base. Et on a implémenté des tonnes de concepts de jeu qu'il n'y a pas dans un Bomberman classique. La Dreamcast en fait elle a des écrans sur les ports manettes. On en a profité pour faire un mode de jeu cache-cache où en réalité le stage est plongé dans le noir. On voit juste les personnages avec un halo lumineux et il en manque un à l'écran. Et en réalité celui qui manque c'est le joueur qui voit tout sur l'écran de sa manette, il voit l'intégralité du jeu et les trois autres qui sont sur la télé doivent le chercher et le tuer pour prendre sa place. Parce que pour gagner la partie, le but c'est de rester le plus longtemps possible dans le noir. La référence est bien vue, effectivement. La référence c'est Pac-Man Versus sur GameCube. C'est ça qui nous a donné l'idée de faire ça, mais en sauce Bomberman en fait. Après, tous les autres modes de jeu qu'on a mis en place, ça a toujours été comme ça. Il y a un mode de jeu par exemple où il faut faire du calcul mental pendant qu'on affronte les autres. Au bout d'un moment, il y a 4 réponses qui s'affichent sur le stage. Et en fait, dans les 15 secondes qui suivent, tout le stage explose, sauf le lieu où il y a la bonne réponse. Donc il faut avoir calculé pendant qu'on jouait et qu'on affrontait les autres. Et puis se réfugier le plus vite possible dans la zone safe et foutre plein de bombes pour empêcher les autres de rentrer dedans. Et alors ce mode là il faut aller chercher plus loin. En fait j'avais découvert un mode calcul dans Outrun 2. Il y avait un mode où il fallait calculer, il fallait faire du calcul pendant qu'on conduit pour savoir quelle était la bonne sortie à prendre pour le stage suivant. Il y a du capture de flag, là c'est carrément inspiré directement des FPS. Donc là c'est la même chose, équipe de 2 joueurs, on doit aller chercher le drapeau dans le camp adverse et le ramener dans son camp. Et là on a rajouté une option qui est de pouvoir remettre des murs en fait pour protéger son drapeau pour pas que les autres le piquent. Après il y en a d'autres, je vais pas les détailler tous. Mais voilà, on s'est dit, plutôt que de se focaliser sur les bonus, on va se focaliser sur les règles du jeu pour changer un peu la donne. Oui, effectivement, c'est du néo-rétro, c'est intéressant. Nous, un des trucs qui nous plaisait, c'était de donner une bonne excuse, de faire un nouveau jeu qui ressorte la console du placard, en fait. Je trouve ça intéressant parce qu'on parle de rétro gaming et le stand est bien représentatif ici, c'est qu'en fait, il y a plein de jeux qui sortent sur des vieilles machines.
Et moi, ce qui m'intéresse, je suis aussi un joueur de console actuelle, mais j'aime bien le concept de se dire que si un jeu est bon, en fait, il n'y a pas besoin d'une machine de dingue, et qu'en fait, on peut autant s'amuser sur des vieilles machines que sur des machines actuelles, à partir du moment où le concept est bon. Et je trouve ça chouette de revaloriser ces vieilles machines avec des nouveaux jeux. Moi, j'avais acheté une Dreamcast parce que j'avais vu qu'il y avait moyen d'avoir des émulateurs dessus. Avec l'idée de faire de l'émulation sur une console, je trouvais ça sympa. C'est comme ça que j'ai découvert la machine, après qu'elle soit morte en réalité. Et du coup, j'ai traîné sur des forums et c'est là que je suis tombé sur un codeur qui cherchait un graphiste pour faire un premier jeu. Et notre premier jeu était un jeu de plateforme. On s'est fait les dents, c'est comme ça qu'on a appris aussi comment il fallait optimiser un jeu, comment il fallait gérer la mémoire aussi. Parce que moi, je pensais vraiment en tant que graphiste, j'y connaissais rien, je pensais qu'on pouvait balancer des belles images, ça allait rentrer tout seul. Bon, c'est pas du tout le cas, évidemment, il faut optimiser son travail. Voilà, c'est parti de là. En fait, nous, on a commencé à une époque où elle n'était pas encore totalement rétro. Elle était morte depuis 2-3 ans, du coup, elle était pas chère en occasion. Et elle était, pour l'époque, elle était très puissante. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de machines bien plus puissantes que celle-là. Aujourd'hui, évidemment, on a mis le temps, on a mis plus de 10 ans à le sortir. Mais non, c'est clairement du rétro gaming, quoi. Comme je disais, ça fait plus de 10 ans qu'on est dessus. On l'a vraiment terminé, on a essayé de faire ça très bien. Là, je sais pas si on le voit à l'image, on l'a sorti en version pâle. Donc on a vraiment refait des vraies versions comme à l'époque, avec les vrais boîtiers. On les a sortis aussi en version japonaise, avec les boîtiers d'époque, avec traduit en japonais derrière, et on a refait des visuels. Après, le jeu est en zone free, donc en réalité, c'est le même CD qui est à l'intérieur, et il tourne aussi bien sur une console Jap, US qu'européenne. C'est vraiment plus du fan service en fait, parce que on sait qu'on s'adresse à des collectionneurs et on sait qu'il y a des gens qui sont par exemple fans du Japon et qui auront toute leur collection que en japonais, et donc ils seront les premiers à nous prendre du japonais. Là en Europe, clairement, quand les gens sont intéressés à nous les acheter, ils veulent la version européenne. Donc on l'a vraiment fini, on peut l'acheter en ligne sur notre site perso qui est alicedreams.com. Je crois que notre vraie plus-value, en fait, ce qu'on a vraiment réussi, c'est déjà qu'il est propre. Je pense qu'il fait quand même jeu pro et pas trop jeu indé fait à l'arrache. Mais la vraie plus-value, je pense que c'est des gamers qui nous l'ont dit parce que moi je l'ai pas essayé. Le dernier Bomberman qui est sorti sur Switch a déçu pas mal de gens parce qu'en fait ils sont repartis de leur vieille formule mais ils en ont rien fait de nouveau. Et notre vraie plus-value à nous, je pense que c'est qu'on apporte en fait une vraie nouveauté sur un gameplay qui est déjà stable et qui marche très bien. Mais oui, c'est ça, on apporte une vraie nouveauté. Et beaucoup de gamers nous ont dit que c'est ce qu'ils auraient voulu avoir sur Switch en fait. Et pour nous c'est un super retour ça. Alors ouais, c'est ça. Moi mon rôle ça a vraiment été de faire tout ce qui était visuel. Après aussi il y a pas mal de conception des modes de jeu aussi. Ça touche aussi et les PLV, ça touche les boîtiers des jeux, les visuels là-dessus. Tous les visuels dans le jeu, les vidéos sur internet. Il y a toute la partie code là par contre, j'y touche pas du tout, là c'est vraiment pas mon domaine. On a des mecs qui ont été sympas, qui nous ont fait les musiques pour le jeu, donc on a 3 auteurs et qui ont sorti d'ailleurs une BO du jeu qu'on peut trouver en ligne aussi. Le moment le plus fun, c'est vraiment quand on fait les salons. Faut savoir que nous quand on l'a créé, on avait une version bêta de base et on a fait pas mal de salons rétro gamer où les gens sont venus jouer dessus. Et c'est ça le vrai plaisir, c'est quand tu te rends compte que le travail, tout le temps que tu as passé, en fait sert à quelque chose et qui plaît aux autres. C'est ce qui nous a motivé à tenir 10 ans aussi, parce que faire un projet que personne ne touche pendant 10 ans, c'est juste pas possible. Pour les projets indépendants, c'est le seul projet où j'étais vraiment dessus et qui est vraiment mon bébé avec celui de Julien, quand c'est notre bébé à deux. Pour les autres projets, là je travaille plus souvent, mais là je suis plus engagé en tant qu'animateur. Où là moi j'ai pas de droit de regard sur le projet, c'est juste moi j'anime les personnages. Donc là c'est plus des projets professionnels. J'ai travaillé sur Dead or Undead qu'on peut trouver sur Android, un runner qui est gratuit. Là je suis en train de bosser sur 2 IP mais qui sont pas encore sortis, donc je peux pas vraiment vous en parler plus. Les avantages c'est que de temps en temps on a des temps morts qui permettent de bosser sur ces projets perso. Les gros désavantages c'est que comme je vis au jour le jour, je sais pas ce que je gagne par mois, donc il y a des moments où je gagne pas mal et j'ai un peu de côté et je peux voir revenir les choses. Il y a des moments où j'ai pas grand chose pendant un moment. Alors comme je l'ai dit, moi je suis belge en fait, donc j'ai un statut qui est plus ou moins équivalent au statut d'intermittent du spectacle.
pas tout à fait la même chose. Pour la Belgique, je suis chômeur en fait. C'est aussi simple que ça. J'ai un statut d'artiste, mais en fait c'est un statut de chômeur. Donc en fait, les jours où je travaille, je déclare que je travaille, donc je touche rien. Les jours où je travaille pas, j'ai une aide du chômage. Mais je peux pas survivre à long terme avec ça. Il faut que je trouve des jours de travail. Après, c'est un vrai bénéfice parce que si je travaille, c'est forcément plus chouette que de rester au chômage. Pourquoi j'ai choisi d'être graphiste, je crois que c'est un peu comme tout le monde dans le milieu. Tu regardes des dessins animés, tu lis des BD et ça te fait un peu rêver et t'as envie de faire pareil. Donc tu dessines, tu fais de l'animation et puis à force de faire ce genre de bêtises, bah, tu finis par vraiment faire ça, voilà. Oui, bah oui, bien sûr que c'est un rêve d'enfant puisque je jouais beaucoup. Après, ce que je crois qu'il faut garder dans l'idée, c'est que dès que tu crées quelque chose, même si tu sais pas trop où tu vas, c'est rarement totalement perdu en réalité. Parce que même si ton projet n'aboutit pas, mais que tu as quand même pas mal bossé, tu vas finir toujours par rencontrer des gens et pouvoir le partager et ça risque de t'amener quelque part. Bon, on peut pas faire une généralité, ça marche pas toujours d'office, c'est pas toujours facile. Mais ça te permet souvent de rencontrer et de créer des contacts. Voilà, c'est comme ça qu'on a rencontré l'association ici Ordi Rétro par exemple, parce qu'ils nous ont invités à montrer notre jeu. C'est comme ça que via Ordi Rétro, on a rencontré des magazines chez lesquels on a pu montrer notre jeu et qui ont fait notre promo. Donc rien n'est jamais perdu quoi. Le conseil que je donnerais moi c'est bien sûr il faut passer du temps chez soi à faire un petit projet qui vaut le coup. C'est très important de faire les petits salons de rétro gamers, même si c'est des petits salons pour avoir déjà des gens qui essayent le projet, qui donnent des retours. Déjà ça booste. Et puis bah, ça permet de voir si ça marche ou si ça marche pas. Et aussi, ce que j'ai déjà remarqué avec d'autres petits développeurs indépendants, c'est déjà de ne pas oublier de mettre une vraie différence dans son projet. Ne pas faire juste une copie d'un projet qui existe et de juste prouver qu'on est capable de faire le même. Parce que si c'est juste limité à ça, ça ne sert pas à grand chose. Et surtout, être à l'écoute de voir si son projet intéresse les gens. Et ne pas se braquer à se dire ouais mais moi ça me fait triper de faire ça, donc je le fais comme ça. Et parce que j'en ai vu des développeurs qui m'ont sorti ça, qui avaient fait par exemple un jeu de plateforme où il fallait faire beaucoup d'allers-retours. Moi je trouvais ça personnellement un peu pénible. Et plutôt que d'être à l'écoute, la personne m'a répondu bah non mais moi j'ai voulu faire ça comme ça parce que moi ça me fait kiffer. Ouais mais ce qui est important c'est de voir est-ce que globalement ça fait kiffer les gens aussi, parce que l'intérêt d'un jeu c'est que ça fasse triper les autres et pas que soi-même. Ça c'est le grand danger quoi. Alors moi je vous cache pas que je préfère les plus petits salons parce que le contact avec les gens est un peu plus simple et je trouve ça plus chouette. Ici le stand Ordi Rétro est sympa parce qu'en fait on est un peu à l'écart. Niveau visibilité c'est un peu moins bien, mais du coup c'est pas surpeuplé. Moi j'avoue que le côté aller faire la file pendant 2 heures pour aller voir un jeu qui est une suite et qui sort dans un mois, ça m'intéresse pas, même si le jeu peut-être qu'il m'intéressera plus tard, mais je préfère le faire dans mon canapé plus tard. Il y a une autre partie où il y a MO5, où là il y a plus de petits studios indépendants et je trouve ça plus intéressant parce qu'il y a des choses plus intrigantes à voir, puisqu'il y a des projets dont on parle moins et je les trouve du coup plus intrigants. Moi je préfère cette partie là. Après c'est quand même chouette, c'est l'occasion de rencontrer des gens sympas, mais aussi des contacts qui peuvent éventuellement parler de vous, ou juste rencontrer des gens qui sont passionnés par ce que vous faites, ou des gens qui développent aussi leur propre projet. C'est l'opportunité de partager quoi. Et ça c'est vraiment sympa. Après ce qui est cool c'est que moi j'ai l'opportunité d'aller voir l'autre salon qui est plus professionnel. Et bah voilà, ça permet de rencontrer plus de personnes dans le milieu, et ça c'est toujours chouette quoi. Clairement pour montrer qu'on existe, pour partager le jeu, pour que les gens l'essayent. C'est une vraie opportunité aussi pour nous de bien comprendre que le jeu plaît à un large public, pas que aux collectionneurs Dreamcast. Ça nous fait clairement réfléchir sur le fait que ça vaut peut-être le coup qu'on fasse un portage sur une machine récente comme le PC, peut-être le Play Store ou peut-être sur Switch. Là c'est à nous de savoir comment est-ce qu'on peut s'approprier un kit de développement. Nous on va devoir faire les démarches, on les connaît pas parce qu'on est des petits indés. Et comment est-ce qu'on peut s'adresser à Sony, c'est un peu, ou Sony ou d'autres, c'est un peu la prochaine étape quoi.
Moi j'avais bien aimé les projets de Quantic Dream, le premier que j'ai kiffé c'était Fahrenheit. Je trouve que c'est un mec qui a quand même apporté pas mal aux jeux vidéo. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent. J'aime pas trop son gameplay, je trouve qu'il est pas très bon personnellement. Mais je trouve que sa démarche est intéressante et je trouve qu'elle a un peu changé la face du jeu vidéo quand même. Et donc je suis un peu curieux par revoir son nouveau projet, ce qu'il en a fait. J'espère que le scénar est vraiment cool, ça on verra. Mais il a ouvert la porte aux jeux TLT, c'est des choses comme ça. Et ça, moi je trouve ça chouette. Parce que, on va pas se mentir, je trouve que le gros jeu vidéo AAA a quand même du mal à se renouveler. Là ça fait un moment qu'il y a beaucoup de grosses suites. Et je trouve que là sur le salon généralement, il y a un peu que des grosses suites. Et moi j'avoue que j'aime bien découvrir des nouvelles choses. Alors, ouais, comment on fait pour nous suivre? On a une page Facebook, alicedreamtournament.com. Enfin, pas .com forcément, là, forcément Alice Dream Tournament. On a un site internet, on a un Twitter. Je suis très nul en com. Je suis pas du tout assez actif sur les plateformes de réseaux sociaux. Mais on existe, on est trouvable sur Alice Dreams. Si vous tapez ça, normalement vous allez nous trouver assez vite. On a une page Kickstarter parce qu'on avait fait une campagne qui a pas mal marché. Donc si vous tapez Alice Dreams sur Kickstarter, vous allez nous trouver, ouais.